Je m'appelle Madeleine Charpentier. J'avais 18 ans quand j'ai compris que le corps humain peut endurer bien plus de douleur que nous l'imaginons. Je ne parle pas de la douleur rapide, celle qui tranche et disparaît. Je parle de la douleur qui s'installe, qui devient une partie de vous, qui change votre façon de respirer, de bouger, d'exister. Aujourd'hui encore, à 83 ans, quand j'approche une chaise, mon corps tremble pas par faiblesse, par mémoire. Je suis née en 1926 dans un petit village près de Lyon. Avant la guerre, j'étais une jeune fille ordinaire. Je me levais tôt pour aider ma mère à la boulangerie. Je lisais des romans cachés sous les couvertures. Je rêvais de devenir institutrice. Ma cousine Élise était ma meilleure amie. Elle avait 1 an de moins que moi. Elle était timide, j'étais curieuse. Elle dessinait des fleurs, je dessinais des cartes. Nous étions 2 moitiés d'une même innocence. Une innocence qui nous a été arrachée un matin de novembre. C'était un jour gris. Je me souviens de l'odeur du pain brûlé dans la cuisine. Ma mère avait laissé la pâte au four trop longtemps. Elle était distraite, le regard fixé par la fenêtre. Elle savait. Nous savions tous. Les Allemands battaient en retraite, mais ils contrôlaient encore des parties du territoire. Et quand ils perdent, les hommes deviennent dangereux. Ce matin-là, ils sont venus. Ils n'ont pas frappé à la porte. Ils sont simplement entrés. 4 soldats. 2 ont traîné ma mère dehors. Les 2 autres sont venus droit vers moi et Élise. Nous n'avons pas crié. Nous n'en avons pas eu le temps. On nous a jetés à l'arrière d'un camion avec d'autres femmes. Certaines pleuraient. D'autres restaient silencieuses, les yeux vides, comme si elles savaient déjà ce qui allait suivre. Le voyage a duré 3 jours. Je ne sais pas exactement où nous sommes allés. Je sais seulement que nous avons traversé la frontière, que le froid a augmenté, que l'odeur de sueur, d'urine et de peur est devenue insupportable. Élise tremblait à mes côtés. Elle serrait ma main si fort qu'elle a laissé des marques. Je lui disais « Ça va passer, ça va passer ». Mais je n'y croyais pas. Aucune de nous n'y croyait. Le voyage a duré 3 jours. 3 jours enfermés dans ce camion, sans air, sans lumière, sans espoir. L'odeur était insupportable. Sueur, urine, peur. Élise tremblait contre moi. Elle serrait ma main si fort que ses ongles laissaient des marques sur ma peau. Je lui murmurais sans cesse « Ça va passer, ça va passer ». Mais je n'y croyais pas. Personne n'y croyait. Quand le camion s'est enfin arrêté, on nous a poussés dehors. Le froid nous a frappés comme une gifle. Devant nous, un portail immense. Des barbelés, des miradors, des chiens qui aboyaient. Si vous n'avez jamais vu le portail d'un camp de concentration, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de ressentir le poids de la faim. Ce n'est pas seulement visuel, c'est une présence, une certitude que vous n'êtes plus maîtresse de vous-même. On nous a poussés dans une zone entourée de fils barbelés. Des centaines de femmes, peut-être des milliers. Françaises, polonaises, russes, juives, tziganes. Toutes différentes, toutes identiques. Ensuite, on nous a déshabillés, examinés, rasés, tatoués. Mon numéro était 47. Élise était 471. Numéro consécutif. Comme si on pouvait encore être ensemble. Comme si ça signifiait quelque chose. Les premiers jours ont été les pires. Pas à cause de la violence physique, pas encore. À cause de la perte d'humanité. Vous apprenez très vite que votre corps ne vous appartient plus, que vos besoins n'ont aucune importance, que pleurer est une perte d'énergie, que se plaindre est une condamnation à mort. J'ai appris à uriner debout, au milieu d'autres femmes, sans intimité, sans dignité. J'ai appris à manger une soupe claire, faite d'épluchures de pommes de terre et d'eau sale. J'ai appris à dormir dans des couchettes, en bois infesté de poux. 6 femmes, partageant le même espace étroit. J'ai appris que le silence pouvait être la seule forme de résistance. Mais il y avait quelque chose de pire que tout cela. Quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une baraque séparée vers laquelle certaines femmes étaient emmenées et ne revenaient jamais. D'autres revenaient, mais différentes, brisées, incapables de regarder dans les yeux, incapables de s'asseoir. J'ai été emmenée là-bas la 3e semaine.
Les rumeurs circulaient dans le camp. On murmurait que dans cette baraque, des médecins allemands menaient des expériences. Personne ne savait exactement quoi, mais toutes savaient que celles qui en revenaient n'étaient plus les mêmes. Certaines mouraient quelques jours après. D'autres restaient en vie. Mais leur regard était éteint, leur corps marqué par des blessures invisibles. La peur de cette baraque était plus grande que la peur de la faim, plus grande que la peur des coups, parce que c'était la peur de perdre ce qui restait de nous-mêmes. La 3e semaine, on m'a emmenée dans la baraque. C'était la nuit. Le ciel était noir, sans étoiles. Je me souviens du bruit de mes pas sur la terre gelée, du souffle court d'Élise qui me regardait partir depuis le baraquement, incapable de bouger, incapable de parler. Elle savait. Nous savions toutes. Mais personne ne disait rien, parce que parler, c'était rendre réel ce qui ne pouvait pas l'être. L'intérieur sentait le désinfectant, mélangé à quelque chose de plus lourd, de plus organique, du sang peut-être, de la sueur, de la peur. Il y avait une table métallique au centre, des instruments que je ne reconnaissais pas, 2 hommes en blouse blanche. Ils ne m'ont pas regardé dans les yeux. Pas une seule fois. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un objet, une unité, un numéro à exploiter. On m'a ordonné de me déshabiller. Je l'ai fait lentement, parce que chaque seconde où je gardais encore mes vêtements était une seconde où j'étais encore moi-même. Puis on m'a allongé sur la table. Le métal était glacé. J'ai senti mes muscles se contracter. Mon corps entier se raidissait comme pour se protéger de ce qui allait suivre. Mais il n'y a pas de protection contre ce genre de violence. Ce qu'ils ont fait, je ne peux pas le décrire en détail. Pas parce que je ne m'en souviens pas. Au contraire, je m'en souviens trop bien. Mais parce que certaines douleurs n'ont pas de mots. Ce que je peux dire, c'est que cela impliquait des tests, des expériences, des injections, des instruments froids, métalliques, qui entraient en moi sans consentement, sans anesthésie, sans humanité. Ils prenaient des notes, ils mesuraient. Ils observaient mes réactions comme si j'étais un rat de laboratoire. La douleur était insupportable. Mais ce qui était pire, c'était l'humiliation. Le fait de savoir que mon corps ne m'appartenait plus, qu'il était devenu un terrain d'expérimentation pour des hommes qui se considéraient comme des scientifiques, des hommes qui, après la guerre, retourneraient peut-être dans leur famille, embrasseraient leurs enfants et ne penseraient jamais à ce qu'ils avaient fait, à ce qu'ils avaient détruit. Quand ils ont eu fini, on m'a jeté dehors, littéralement. Je suis tombée sur les genoux dans la boue glacée. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes ne répondaient plus. La douleur irradiait de mon bassin vers mes cuisses, mon dos, mon ventre. J'ai rampé jusqu'au baraquement. Élise m'a vu arriver. Elle a couru vers moi. Elle m'a aidée à entrer. Elle ne m'a rien demandé. Elle savait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond en bois pourri, écoutant les respirations lourdes des autres femmes. Certaines pleuraient en silence. D'autres murmuraient des prières dans des langues que je ne comprenais pas. Je me suis demandé combien d'entre nous survivraient, combien rentreraient chez elles, et si rentrer signifiait vraiment survivre. Après cette première nuit dans la baraque, je ne pouvais plus m'asseoir. Chaque fois que j'essayais, la douleur me coupait le souffle. Elle partait du bassin, remontait le long de la colonne, irradiait dans les cuisses, dans le ventre, comme si quelque chose avait été déchiré à l'intérieur et ne pouvait plus se refermer. Je restais debout pendant les appels. Des heures, les jambes tremblantes. Les gardes s'en amusaient parfois. Certains riaient, d'autres détournaient le regard, mais personne n'intervenait. Dans ce monde, la pitié était une faiblesse, et la faiblesse vous tuait. Élise me soutenait comme elle pouvait. Elle me prêtait son épaule quand je vacillais. Elle me murmurait des mots que je n'entendais plus vraiment. Elle ne demandait rien. Elle savait que les mots ne servaient à rien. Mais la baraque revenait. Pas tous les jours, pas toutes les nuits. Juste assez souvent pour que la peur devienne constante. Une ombre qui ne s'en allait jamais. Chaque fois, c'était la même chose. La même table glacée. Les mêmes hommes en blanc. Les mêmes instruments froids. Les mêmes notes prises sur un carnet.
comme si ma souffrance était une expérience scientifique, comme si ma douleur pouvait être mesurée, quantifiée, archivée. Je ne pleurais plus. Les larmes s'étaient taries. Il ne restait que le silence et la rage. Une rage sourde, moite, qui me tenait debout quand mon corps voulait s'effondrer. Et puis un matin, quelque chose a changé. Un jeune soldat allemand qui travaillait près des cuisines m'a regardé pas comme les autres, pas avec mépris ou indifférence, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité, peut-être même à de la compassion. Son nom était Klaus. Il avait 22 ans, des yeux clairs, des mains nerveuses. Il ne parlait presque jamais, mais il me regardait. Et dans cet enfer, être vu comme un être humain, même par l'ennemi, était bouleversant. Klaus a commencé à me laisser de petits morceaux de pain, jamais directement. Il les posait sur un coin de table quand personne ne regardait. La première fois, j'ai cru que c'était un piège, que si je prenais ce pain, on m'accuserait de vol et on me tuerait. Dans le camp, la moindre transgression pouvait être fatale. J'avais vu des femmes battues à mort pour avoir ramassé une épluchure tombée par terre. J'avais vu des prisonnières exécutées pour avoir simplement regardé un garde trop longtemps. La survie dépendait de règles invisibles, changeantes, arbitraires. Mais la faim était plus forte que la peur. J'ai pris le pain. Je l'ai partagé avec Élise. Elle a pleuré en le mangeant. Pas de joie, de désespoir, parce que ce simple geste de bonté nous rappelait ce que nous avions perdu. Il nous rappelait qu'il existait encore, quelque part dans ce monde devenu fou, une trace d'humanité. Les semaines passaient. Klaus continuait. Parfois une pomme légèrement flétrie, cachée sous un chiffon sale. Parfois un morceau de fromage dur que je devais mâcher lentement pour ne pas me casser les dents. Une fois, il m'a glissé un bout de papier avec un mot en allemand. « Je suis désolé ». J'ai froissé ce papier dans ma main jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule minuscule. Puis je l'ai jeté dans la boue, parce que les excuses ne changent rien, parce que la culpabilité d'un homme ne ramène pas les mortes, parce que dire « je suis désolé » ne guérit pas les corps mutilés, ne redonne pas la dignité volée, ne fait pas disparaître les cauchemars qui hantent chaque nuit. Mais quelque chose en moi a commencé à se fissurer, à se demander si certains d'entre eux étaient aussi prisonniers de la guerre, de l'idéologie, de la peur. Cette pensée me révoltait, parce que j'étais celle qui souffrait. J'étais celle qui portait un numéro tatoué sur le bras. J'étais celle qui ne pouvait plus s'asseoir sans douleur. Et pourtant, je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais dans les yeux de Klaus. Ce n'était pas de la cruauté, ce n'était pas de l'indifférence. C'était autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Les semaines passaient. Klaus continuait à laisser de petits morceaux de nourriture. Un bout de pain, une pomme flétrie, un morceau de fromage dur. Jamais directement. Toujours caché. Discret. Risqué. Il savait ce qu'il risquait. Les autres gardes n'auraient même pas hésité à le dénoncer. Ou pire. Mais il continuait. Un soir, alors que je marchais seule près des latrines, essayant d'échapper à l'odeur suffocante du baraquement, Klaus est apparu. Les ombres étaient nées longues. Le ciel rouge sombre. Il m'a parlé en français cassé, maladroit, avec un accent épais. Il m'a dit qu'il n'avait pas voulu être là, que son nom avait été tiré au sort lors d'une conscription forcée dans son village, que sa mère était française, originaire d'Alsace, qu'elle lui avait appris des chansons françaises quand il était enfant. Il m'a parlé de son père qui le battait, le traitant de faible parce qu'il préférait lire plutôt que chasser, de la guerre qui était devenue son échappatoire, puis sa prison. Il m'a dit qu'il voyait des choses qu'il ne pourrait jamais oublier, qu'il se réveillait la nuit en tremblant, tout comme nous. Je l'ai écouté sans répondre, parce que je ne savais pas quoi dire, parce que la victime ne devrait jamais avoir à consoler le bourreau, parce que même si ses mots sonnaient sincères, même s'il semblait vraiment souffrir, cela ne changeait rien. J'étais de l'autre côté des barbelés. Je portais des haillons. Mon corps était marqué par la violence. Lui portait un uniforme. Lui avait une arme. Lui pouvait rentrer chez lui un jour.
Mais il n'était pas comme les autres. Il ne m'a jamais touché sans permission. Il ne m'a jamais regardé avec ce regard prédateur que certains gardiens avaient. Ce regard qui déshabillait, qui violait avant même tout contact physique. Klaus me voyait. Et dans un endroit où l'invisibilité était la norme, où nous étions réduites à des numéros, à de la main-d'œuvre jetable, être vu était dangereux, mais aussi vital. C'était une reconnaissance, une confirmation que j'existais encore, que je n'étais pas juste un fantôme. Un matin, Élise a été emmenée au baraquement des expériences. Elle avait 16 ans. Elle pesait peut-être 40 kilos. Ses côtes saillaient, sous sa peau translucide. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. Quand elle est revenue, elle ne parlait plus. Elle ne pleurait plus non plus. Elle s'est allongée sur notre couchette et a fixé le vide. Un vide qui semblait l'aspirer de l'intérieur. J'ai essayé de la faire réagir. Je lui ai parlé de notre enfance, de nos rêves, de notre vie d'avant. Je lui ai rappelé la boulangerie de ma mère, l'odeur du pain chaud le matin, les dimanches où nous allions nous promener près de la Saône. Je lui ai rappelé le jour où nous avions volé des cerises dans le verger du voisin et comment nous avions ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais c'était comme parler à un fantôme. Elle était déjà partie, son corps était là, respirant faiblement. Mais son esprit avait fui. Il s'était réfugié quelque part où la douleur ne pouvait plus l'atteindre. Les autres femmes du baraquement la regardaient avec une tristesse silencieuse. Elles savaient. Nous savions toutes. Élise ne survivrait pas. Pas parce que son corps était trop faible, mais parce qu'elle avait renoncé. Et dans un camp de concentration, renoncer était la première étape vers la mort. Le corps pouvait tenir quelques jours de plus, mais l'esprit, une fois brisé, ne se réparait jamais. 3 jours plus tard, Élise est morte. Pas à cause des expériences directement, pas à cause de la faim, pas à cause des coups. Son corps a simplement cessé. Elle n'a pas résisté, elle n'a pas lutté. Elle s'est éteinte comme une bougie qu'on souffle. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle s'en allait. Ses lèvres étaient bleues, sa peau était froide. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste fermé les yeux, et je suis restée là, avec le poids de son corps léger comme une plume, me demandant pourquoi c'était elle et pas moi. Quelle cruelle loterie décidait qui survivait et qui mourait. On m'a ordonné de la laisser, de la déposer avec les autres corps qui s'accumulaient près des latrines en attendant d'être emportés. J'ai refusé. J'ai serré Élise contre moi. Une gardienne a levé sa matraque, mais Klaus est intervenu. Il a dit quelque chose en allemand. La gardienne a hésité, puis elle s'est éloignée. Klaus m'a laissé tenir Élise pendant 1 heure de plus. 1 heure pendant laquelle j'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pu pleurer depuis des mois. 1 heure pendant laquelle j'ai dit au revoir à la seule personne qui me reliait encore à ma vie d'avant. Cette nuit-là, Klaus m'a trouvée assise dans un coin, incapable de pleurer davantage, incapable de bouger. Mes larmes s'étaient taries. Il ne restait qu'un vide immense, un gouffre noir qui menaçait de m'engloutir. Il s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé de me consoler avec des mots vides de sens. Il est juste resté là. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis effondrée. Pas en larmes, mais en mots. J'ai parlé. J'ai raconté qui était Élise. Comment nous avions grandi ensemble. Comment elle dessinait des fleurs, même quand nous n'en voyions plus. Comment elle chantonnait des mélodies pour s'endormir. Comment elle était douce, innocente, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Klaus a écouté. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas dit que tout irait bien, parce qu'il savait que rien n'irait bien. Mais il est resté. Il a écouté. Et dans cet enfer où personne n'écoutait personne, où les cris se perdaient dans le vide, où la souffrance était banalisée, être écouté était un acte de résistance. C'était une preuve que nous existions encore. Quelque chose de plus profond s'est produit cette nuit-là. Quelque chose que je ne voulais pas reconnaître. Une connexion s'est formée, pas de l'amour, pas au sens romantique du terme, mais une reconnaissance, une compréhension mutuelle que nous étions 2 êtres humains pris dans une machine qui nous broyait tous les deux. Lui du côté des bourreaux, moi du côté des victimes.
mais tous les deux prisonniers d'une guerre qui nous dépassait. Et cette pensée me terrifiait, parce qu'elle remettait en question tout ce que je croyais savoir sur le bien et le mal, sur nous et eux. Les mois suivants sont flous dans ma mémoire. Le temps n'existait plus. Il n'y avait que la survie, se lever, manger, obéir, dormir, recommencer. Chaque jour était identique au précédent. Une répétition sans fin de la même souffrance, du même vide. Les saisons changeaient, mais nous ne les remarquions plus. L'hiver était devenu notre état permanent. Un froid qui ne venait pas du dehors, mais de l'intérieur. Un froid qui gelait l'âme bien avant de geler le corps. Mais quelque chose avait changé entre Klaus et moi. Ce n'était pas de l'amour, pas au sens romantique que les gens imaginent quand ils entendent ce mot. C'était une connexion, une reconnaissance mutuelle de notre humanité, dans un lieu conçu pour nous en priver. Une fragilité partagée au milieu de l'horreur. Nous étions deux, naufragés, accrochés au même morceau de bois, dans un océan de violence. En avril 1945, tout s'est arrêté. Les Alliés avançaient de manière inexorable. Nous entendions les bombardements au loin, de plus en plus proches. Les gardiens commençaient à disparaître. Certains fuyaient en pleine nuit, abandonnant leur poste, changeant d'uniforme pour se fondre dans la population civile. D'autres brûlèrent des documents dans de grands feux, détruisant les preuves de ce qui avait été fait. La panique se lisait sur leurs visages. Ces hommes qui nous avaient terrorisés pendant des mois, des années, étaient maintenant terrifiés eux-mêmes. Ils savaient ce qui les attendait s'ils étaient y capturés. L'atmosphère dans le camp était étrange, un mélange d'espoir et de terreur. Nous savions que la libération était proche, mais nous savions aussi que les nazis, dans leur fuite, pouvaient décider de nous tuer toutes, de ne laisser aucun témoin. C'était arrivé dans d'autres camps, des massacres de dernière minute, des marches de la mort, où les prisonniers étaient forcés de marcher pendant des jours sans nourriture ni eau. Ceux qui tombaient étaient abattus sur place. Klaus est venu me voir une dernière fois. C'était la nuit. Le camp était plongé dans une obscurité presque totale. Les projecteurs avaient été éteints. Il m'a trouvée dans le baraquement, assise sur ma couchette, entourée de femmes qui dormaient ou faisaient semblant de dormir. Il m'a fait signe de le suivre dehors. J'ai hésité, puis je suis sortie. Nous sommes restés là, dans l'ombre, sans parler pendant un long moment. Puis il m'a dit qu'il allait partir, qu'il ne savait pas où, qu'il allait essayer de rentrer chez lui, de retrouver sa mère si elle était encore vivante. Il voulait juste que je sache qu'il était désolé, que si les choses avaient été différentes, si le monde n'était pas devenu fou, peut-être que nous aurions pu être amis, peut-être même plus. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé son visage dans la pénombre, un visage jeune, marqué par la fatigue et la culpabilité, un visage qui aurait pu être celui d'un garçon ordinaire dans un monde ordinaire. Puis j'ai dit simplement « Pars » et ne reviens jamais. Il a hoché la tête. Il a sorti quelque chose de sa poche, un petit paquet enveloppé dans du tissu. Il me l'a tendu. À l'intérieur, il y avait du pain, du fromage et une photographie. La photographie le montrait enfant avec sa mère et son frère, tous souriant devant une maison modeste. Au dos, il avait écrit une adresse. « Si tu survis », a-t-il murmuré. « Si tu veux comprendre, viens me trouver. » J'ai pris le paquet. Je ne savais pas si j'utiliserais cette adresse. Je ne savais pas si je voulais le revoir. Mais j'ai pris le paquet. Puis je l'ai regardé partir. Il a disparu dans l'obscurité. Une partie de moi s'est demandé si je le reverrais un jour. Une autre partie de moi a espéré que non. Le camp a été libéré 3 semaines plus tard. Les soldats britanniques sont arrivés un matin brumeux. J'entends encore le bruit de leur jeep, le claquement des portières, les ordres criés en anglais. Ils ont ouvert les portes, ils ont coupé les barbelés, ils ont pleuré en nous voyant. Certains ont vomi, parce que même pour des hommes habitués à la guerre, ce qu'ils ont vu était insupportable. Des squelettes vivants, des corps empilés comme du bois, des femmes incapables de marcher, de parler, de réagir, des yeux vides qui les fixaient, sans comprendre que c'était fini.
Je suis sortie du camp en boitant. Mon corps pesait 38 kilos. Mes cheveux ne repoussaient plus correctement, laissant des plaques chauves qui ne guériraient jamais complètement. Ma peau était couverte de plaies infectées, mais j'étais vivante. Et cette réalité me terrifiait autant qu'elle me soulageait, parce que survivre signifiait porter ce poids pour le reste de ma vie. Survivre signifiait témoigner, et témoigner signifiait revivre chaque jour ce que j'avais vécu. Après la libération, je suis rentrée en France. Mais ce n'était pas un retour, c'était une arrivée dans un pays qui ne me reconnaissait pas. Ma mère était morte pendant mon absence. Mon père avait disparu. Notre maison avait été pillée. Il ne restait rien, ni famille, ni lieu, ni passé. J'ai erré pendant des mois. J'ai dormi dans des refuges pour déplacés. J'ai mangé dans des soupes populaires. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne voulait embaucher une ancienne déportée. Nous étions vus comme des problèmes. Des rappels d'une guerre que tout le monde voulait oublier. Puis un jour, en 1947, j'ai croisé Klaus dans une petite ville près de la frontière. Il était là, travaillant comme ouvrier dans une usine. Nos regards se sont croisés. Nous nous sommes figés. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais hurler, que j'allais le frapper, que toute la rage accumulée allait exploser. Mais non. J'ai juste ressenti du vide. Il s'est approché. Il a dit « Mon nom, Madeleine. Pas mon numéro, mon nom. » Et quelque chose s'est brisé en moi. Nous avons parlé pendant des heures, dans un café minable autour d'un thé tiède. Il m'a dit qu'il avait été jugé et acquitté, faute de preuves, qu'il avait changé de nom, qu'il essayait de vivre avec ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas empêché. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée. Nous avons commencé à nous voir, puis à vivre ensemble, pas par amour, pas par pardon, mais parce que nous étions deux personnes détruites qui se comprenaient, parce que personne d'autre ne pouvait comprendre ce que nous avions vécu. Les gens nous jugeaient, évidemment, une Française avec un ancien soldat allemand. J'étais traitée de traîtresse, de collaboratrice. On crachait sur mon passage, on m'insultait, mais je m'en fichais, parce que leur haine ne pouvait pas être pire que celle que je portais déjà en moi. Klaus et moi avons vécu ensemble pendant 50 ans. Nous ne nous sommes jamais mariés, nous n'avons jamais eu d'enfants. Nous avons juste existé côte à côte, deux survivants d'une guerre qui ne s'était jamais vraiment terminée. Il est mort en 1997 d'un cancer. Dans ces derniers jours, il m'a demandé pardon encore et encore. Je ne lui ai jamais dit que je lui pardonnais, parce que ce n'était pas à moi de pardonner. Les mortes ne peuvent pas pardonner. Élise ne peut pas pardonner. Aujourd'hui, je suis assise dans cette pièce, face à une caméra, à raconter une histoire que j'ai gardée enfouie pendant 60 ans. Je sais que je vais mourir bientôt. Mon corps me le dit. La douleur que j'ai ressentie à 18 ans n'est jamais partie. Elle s'est juste installée, elle fait partie de moi, comme les cicatrices, comme les souvenirs. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié, ni pour condamner. Je la raconte parce que le silence est une autre forme de mort. Parce que tant que personne ne parle, les bourreaux peuvent donc prétendre que rien ne s'est passé. Parce que la mémoire est la seule arme des vaincus. Alors maintenant, je vous pose une question. Une question que je me pose depuis des décennies. Est-ce qu'un homme qui a participé au mal, même indirectement, peut être racheté? Est-ce qu'un bourreau qui devient humain cesse d'être un bourreau? Ou est-ce que la culpabilité est une marque indélébile, impossible à effacer? Je ne connais pas la réponse. Peut-être que vous non plus. Mais peut-être que ce n'est pas le rôle de l'histoire de donner des réponses. Peut-être que son rôle est simplement de poser les questions et de refuser l'oubli. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié, ni pour condamner, ni pour obtenir des réponses que personne n'a. Je la raconte parce que le silence est une autre forme de mort. Parce que tant que personne ne parle, les bourreaux peuvent prétendre que rien ne s'est passé. Parce que la mémoire est la seule arme des vaincus. Aujourd'hui, en 2009, je suis assise dans cette pièce, face à une caméra,
à raconter une histoire que j'ai gardée enfouie pendant 60 ans. Je sais que je vais mourir bientôt. Mon corps me le dit. La douleur que j'ai ressentie à 18 ans n'est jamais partie. Elle s'est juste installée. Elle fait partie de moi, comme les cicatrices sur ma peau, comme le numéro 47 tatoué sur mon bras, comme les souvenirs qui reviennent chaque nuit. Je n'ai pas pardonné. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui m'ont attaché sur cette table, à ceux qui ont pris des notes pendant que mon corps hurlait, à ceux qui ont regardé ma souffrance comme une expérience scientifique. Mais je ne hais pas Klaus. Il a fait une chose humaine au milieu de l'inhumain. Il m'a vu quand j'étais invisible. Il m'a nourri quand j'étais affamé. Il m'a écouté quand personne d'autre ne le faisait. Il a risqué sa vie pour me donner 1 heure de plus avec Élise. Était-ce du pardon? Non. Était-ce de l'amour? Peut-être pas au sens que les gens imaginent. C'était de la survie partagée, de la reconnaissance mutuelle, de la compréhension que nous étions tous les deux broyés par la même machine. Je ne demande pas qu'on le pardonne, je ne demande pas qu'on l'idéalise, je demande juste qu'on se souvienne qu'un jeune soldat allemand de 22 ans a choisi, à un moment donné, de rester humain quand tout autour de lui devenait monstrueux, et que cette histoire nous rappelle que même dans l'enfer absolu, un être humain peut encore choisir. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu de famille après la guerre, mais j'ai eu cette vérité que je transmets aujourd'hui parce que les derniers témoins disparaissent. Chaque année, nous perdons des milliers de voix, des hommes et des femmes qui ont vu l'humanité à son pire et parfois à son meilleur. Leur disparition ne doit pas signifier l'oubli, parce que l'oubli, c'est ouvrir la porte à la répétition. Alors écoutez, souvenez-vous, transmettez, parce que la mémoire est douloureuse, mais elle est notre seule arme contre la barbarie. Je m'appelle Madeleine Charpentier. J'avais 18 ans quand j'ai cessé d'être une personne. Et toute ma vie, j'ai essayé de le redevenir. Aujourd'hui, je suis partie en 2010, à 84 ans, dans une petite chambre d'hôpital près de Lyon, entourée de quelques amis fidèles qui n'avaient jamais posé de questions, jamais jugé. Ils me tenaient la main. Ils me murmuraient que j'avais été courageuse. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, j'ai repensé à tout. À la table glacée de la baraque, aux instruments froids, aux hommes en blanc qui prenaient des notes pendant que mon corps hurlait, à Élise qui s'était éteinte dans mes bras, légère comme une plume, les lèvres bleues, le regard déjà loin. J'ai repensé à la douleur qui ne m'a jamais quittée, celle qui m'empêche encore dans ma mémoire de m'asseoir sans trembler, celle qui fait partie de moi comme une seconde peau. J'ai repensé à Klaus, à ses mains nerveuses qui glissaient un morceau de pain, à ses yeux clairs qui me voyaient quand j'étais devenue invisible. Oh, je suis désolée, froissée dans la boue. À la photographie qu'il m'a donnée avec son écriture maladroite au dos. Si tu survis, viens me trouver. Je ne suis jamais allée le trouver. Je n'ai jamais voulu savoir s'il avait survécu, s'il avait trouvé la paix, s'il avait eu des enfants, s'il avait raconté un jour ce qu'il avait vu. Mais je sais une chose, il a choisi, un instant, de rester humain au milieu de l'inhumain. Et ça compte. Je n'ai pas pardonné au bourreau. Je ne le pourrai jamais. Les mortes ne pardonnent pas. Élise ne pardonne pas. Mais je ne hais plus Klaus. Il a fait une chose humaine, et dans l'enfer absolu, une chose humaine est un miracle. À vous qui écoutez cette histoire aujourd'hui, je vous laisse un message. Le dernier. La guerre prend tout. La dignité, la liberté, les êtres qu'on aime, le droit de s'asseoir sans douleur. Mais elle ne prend pas tout. Elle ne prend pas ce que nous choisissons de garder. La mémoire, la voix, le refus du silence. Parler, c'est déjà résister. Le silence protège les bourreaux. La parole protège les victimes. Je ne demande pas le pardon pour ceux qui ont participé. Je ne demande pas qu'on oublie la douleur. Je demande juste qu'on se souvienne qu'un jeune soldat de 22 ans a choisi un instant de donner du pain au lieu de détourner les yeux
et que cette histoire nous rappelle que même dans les ténèbres les plus épaisses, même quand l'humanité semble avoir disparu, il y a toujours quelqu'un qui peut choisir de rester humain. À vous maintenant. Quand vous verrez l'injustice, ne regardez pas ailleurs. Quand vous aurez le choix entre obéir à un système cruel ou écouter votre conscience, choisissez la conscience, même si ça coûte cher, même si ça fait peur, parce que c'est dans ces choix que nous restons humains. Je suis Madeleine Charpentier. J'ai survécu à la table.